Bonjour, donc on va corriger un devoir ici. Ce devoir c'était appliqué sur l'analyse de systèmes chimiques, programme de terminale. Il y avait donc les réactions acide-base à revoir et puis différents modes de titrage, dont le titrage conductimétrique et le dosage par courbe d'étalonnage. Alors pour ça, eh bien, nous allons faire un peu de méthodologie lors de cette correction et attaquer à regarder question par question qu'est-ce qu'on demande de faire. Alors, première question, parce que dans un devoir, quand on démarre, ce qu'il faut, c'est d'abord lire les questions. Ça permet deux choses. Un, de se détendre un petit peu et de voir ce qui est demandé. Et puis deux, à chaud, à quelle connaissance que l'on maîtrise cela fait référence. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Écrire une équation de dissolution. Donc une dissolution, ce qu'on connaît, c'est quand on a une dissolution d'un solide, c'est un solide ionique, et que la dissolution d'un solide ionique va donner deux ions, un ion positif et un ion négatif. Donc ici, à partir du composé dont la formule est donnée ici MgCl2 solide, eh bien on imagine la dissolution suivante, Mg2+, plus 2Cl-. Ces deux ions faisant partie des données du texte sur les ions en présence. Donc on peut aisément ajuster cette réaction avec un coefficient 2 ici. Ensuite, on nous demandait de dresser un tableau d'avancement et exprimer la quantité de matière. Donc là, faites attention, dresser le tableau d'avancement et exprimer. Ça veut dire qu'ici, on attend une expression. Pas de calcul, juste des valeurs numériques qui vont relier deux nombres. Le nombre de la poudre de MgCl2 qui est dissoute avec le nombre d'ions chlorure qui est libéré. Donc, c'est ça qu'on demande d'exprimer, c'est l'un en fonction de l'autre. Alors, dans un premier temps, on va dresser un tableau d'avancement. Donc on écrit la réaction, état initial, on a de la poudre qui n'est pas encore dissoute, donc on a 0 Mg2+, et 2 chlorure, et du coup on obtient à l'état intermédiaire ou à l'état final la réaction suivante. Alors elle est considérée comme totale, ce qui veut dire qu'à la fin, eh bien, N poudre moins X fin égale 0, on va déterminer l'avancement final à la fin, puisque cette dissolution est totale. Comme on n'a qu'un seul réactif, c'est le seul qui est limitant. Et ensuite, eh bien, on en déduit que XF est égal à N poudre, et puis de fait, NCl- est égal à 2X fin. Maintenant que l'on a N poudre en fonction de X fin et NCl- en fonction de 2X fin, puisque on exprime et qu'on nous a demandé de dresser un tableau d'avancement, c'est qu'à la fin, eh bien, il va falloir s'appuyer sur ce tableau pour pouvoir exprimer notre résultat. Donc ici, NCl-, ça va être égal à 2 fois N poudre. En effet, NCl- égale 2X1, X1 égale N poudre, donc NCl- égale 2N poudre. Est-ce qu'on a fini de répondre à la question? Oui, puisqu'on nous demandait une expression, c'est fait. Et on nous a demandé de dresser le tableau d'avancement, c'est fait. Passons à la question suivante. Alors, la question suivante est de décrire un protocole pour préparer 100 ml de solution S2 à partir d'une solution S1. Donc là, on reconnaît un protocole de dilution. Dans le texte, on nous précise une solution aqueuse S2 est obtenue par dilution d'un facteur 5 de la solution aqueuse S1. Donc dans un protocole, qu'est-ce qu'on attend? On attend des choix de verrerie et éventuellement des volumes à prélever. Donc ici, on a un facteur de dilution de 5. Donc le facteur de dilution se définit par le volume de la fin par rapport au volume initial. Et donc il est égal à 5 ce rapport. D'où VI, le volume initial, est égal à VF sur 5. Comme on prélève 100 ml, on a besoin de 20 ml. On a besoin de 20 ml de quoi? De solution à prélever à la pipette jaugée. Pourquoi jaugée? Parce que c'est l'instrument le plus précis. On introduit cette quantité dans une fiole jaugée de 100 ml, puisque ce qu'on veut fabriquer, c'est 100 ml d'une solution finale. Et on ajuste au trait de jauge. Donc là, on précise qu'on ajuste au trait de jauge, c'est un geste technique. Et donc, on a fini d'écrire notre protocole qui peut être réalisé par quelqu'un. Puisqu'on lui donne toutes les informations. On ne lui demande pas en autonomie de calculer le volume, mais on lui donne l'intégralité des informations que l'on justifie, d'où le calcul ici du volume initial à prélever. Ensuite, on va extraire des informations d'un dosage par titrage. Donc là, on nous donne diverses informations. On a un volume V2 de 10 ml de solution S2 qui est prélevé et versé dans un bécher, auxquels sont ajoutés environ 200 ml d'eau distillée. Alors le environ qui est là, si c'est environ, c'est que ce n'est pas une mesure, ça veut dire que c'est un
un procédé technique. Je rappelle qu'en fait, souvent on dilue, puisque dans un titrage, on a accès au nombre de moles. Et donc, pour avoir plus de solutions, et notamment pour pouvoir faire plonger des instruments de mesure dans le mélange titré, et bien parfois on a besoin de diluer. Comme on ne change pas le nombre de moles, ça n'impacte pas les résultats du titrage. Et on considérera qu'on travaille avec ces 10 ml de prélèvement. Donc la réaction support s'écrit Ag+, plus Cl- qui donne AgCl, donné dans le texte, et on fait un suivi par conductimétrie. Pourquoi ici on a des ions qui rentrent en compte, et à la fin on fabrique un composé non ionique. Du coup il va y avoir des grosses variations de conductivité de la solution. Alors on nous demande, dans ce mélange réactionnel, on nous dit le magnésium et le nitrate sont des ions spectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici c'est une définition de cours. Si c'est spectateur, ça veut dire qu'ils sont présents dans le mélange réactionnel. Quand on verse Ag+, NO3-, on verse bien NO3-, donc ils sont présents, mais ils n'ont aucun rôle dans la réaction chimique. Et donc dans la réaction chimique, ils n'apparaissent pas. C'est la même chose pour Mg2+. Donc on a des espèces spectatrices, ce sont des espèces présentes, mais qui n'interviennent pas dans la réaction. Donc je reviens très rapidement sur le tableau d'avancement. Donc pour ceux qui ont des difficultés à construire les tableaux d'avancement, une petite vidéo qui permet de retracer la méthodologie à mettre en place pour faire un tableau d'avancement. La présentation est un petit peu plus dense, elle est plus précise, donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à y faire référence. Donc passons maintenant à la question 5. Alors la question 5, elle nous dit de justifier l'allure d'une courbe obtenue figure 2 avant et après l'équivalence. Donc ça c'est une question de bac classique qu'il faut savoir réaliser. Donc la figure 2 dont on parle est la suivante. Ça représente l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Là j'ai déjà fait l'exploitation, c'est-à-dire qu'ici on va avoir deux tracés de droite, j'y reviendrai après. Et donc on a une courbe qui est légèrement décroissante avant et très croissante après. Et on doit justifier l'allure de cette courbe avant et après l'équivalence. Alors avant et après l'équivalence, on sait que l'équivalence est obtenue à l'intersection des deux droites ici et là. Et donc on a avant l'équivalence et après l'équivalence. Pourquoi une telle allure? Alors, comme on parle de conductivité, on va s'appuyer sur la loi de Colroche. Donc d'après la loi de Colroche et avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on a comme particularité? Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est limitant. Pourquoi c'est le réactif titrant? On en ajoute un petit peu. Donc avant l'équivalence, on n'en a pas ajouté assez pour qu'il détruise l'intégralité de l'autre réactif, ici Cl-. Quand on a ce réactif qui est limitant, ça veut dire que sa quantité, puisque la réaction dans une réaction de titrage est totale, elle va tomber à 0. Mais de façon mécanique, on ajoute NO3-, puisque la solution c'est AgNO3, et dans le mélange, on a Cl- et Mg2+, qui sont présents. Par contre, on ajoute du NO3-, Cl- diminue puisqu'il est consommé par la réaction chimique, et Mg2+ reste constant. Du coup, l'expression de la conductivité est la suivante. La conductivité, c'est la somme de toutes les conductivités des espèces présentes, et qui conduisent. Comme on fabrique AgCl solide, il ne conduit pas, donc il n'intervient pas. Ag+, on a dit qu'il était limitant, donc en quantité nulle, donc du coup il n'intervient pas aussi. Et on prend donc lambda Cl-. Lambda, c'est les conductivités molaires ioniques de chacun des ions, qui sont données dans le texte, c'est d'où l'expression. Alors qu'est-ce qui se passe? Cl- diminue, et dans le même temps on ajoute NO3-. Mais si on compare les deux valeurs de Cl-, lambda Cl- et lambda NO3-, alors on compare les deux valeurs dans le petit tableau qui nous est fourni, ce qu'on remarque, c'est que NO3- conduit un petit peu moins bien que Cl-. Donc du coup, la conductivité va baisser. Pourquoi? Mg2+ reste en quantité égale, donc son terme lié à la conductivité ne va pas évoluer. Par contre, celui-ci baisse, celui-ci augmente, mais comme les deux ici sont en défaveur de l'augmentation, même si on a autant de NO3- ajouté et de Cl- consommé, la baisse de conductivité va être notable parce que le Cl- conduit mieux que NO3-. Donc voilà, qualitativement, on va pouvoir justifier que la courbe qui représente la conductivité va être une courbe décroissante quand le volume augmente. Alors après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Après l'équivalence, on a consommé l'intégralité des ions Cl-, mais on continue d'ajouter Ag+ et NO3-. Alors comme on ajoute NO3-, donc on va rajouter des éléments conducteurs, on ajoute Ag+, qui lui aussi conduit. Du coup,
on va avoir une très forte croissance de cette courbe. Et on pourrait réécrire la conductivité qui s'exprimerait alors en fonction de Ag+, NO3- et des ions Mg2+ présents. Donc cette forte croissance permet de finir de justifier l'allure de la courbe. On est qualitativement, on justifie l'allure. Alors après, on arrive sur des définitions de courbes, définir l'équivalence et rappeler la relation à l'équivalence. Alors les définitions de l'équivalence, il y en a plusieurs. Moi j'aime bien, tous les réactifs sont limitants en même temps à l'équivalence. Donc ça veut dire qu'on a bien versé nos deux réactifs de telle façon à ce que l'intégralité du réactif titrant et l'intégralité du réactif titré ont été détruits, se sont transformés. À ce moment-là, eh bien, on a la relation mathématique. Le nombre de réactifs titrants que j'ai noté N1 sur le nombre stoichiométrique du réactif est égal au nombre de réactifs titrés que j'ai noté N2 sur le nombre stoichiométrique du réactif. Et donc ça fait référence à l'équation support du titrage. Alors ensuite, on demande de déterminer le volume à l'équivalence VE de ce titrage et d'en déduire la concentration en ion chlorure titré de la solution S2. Alors le volume à l'équivalence, ça va se déduire des courbes, donc par construction graphique, on indique ce qu'on fait, par lecture graphique, eh bien on a le volume équivalent qui est égal à, et là on a donc un facteur d'échelle à proposer. Le facteur d'échelle ici, c'est la plus grande échelle mesurable, donc moi j'ai mesuré donc 20 ml, et j'ai mesuré 10,65 cm à ma règle. J'ai mesuré la position de VE de 4,85 cm, des centimètres divisé par 10 cm, le résultat est bien des millilitres. Donc là, vous pouvez faire le calcul pour déterminer cette valeur. Et d'après la question 6, qu'est-ce qu'on nous dit? D'après la question 6, eh bien, on a la relation à l'équivalence. Or, le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Donc là, la concentration à Ag+, fois le volume à l'équivalence, et la concentration en ion Cl- fois le volume V d'ion Cl- introduit. Ce sont nos fameux 10 ml prélevés tout à l'heure. Ce qui nous donne une relation, ce qui nous permet d'en déduire la valeur de Cl- de la solution 2. On parle bien de la concentration de la solution S2. Et puis après, on va en déduire la masse de chlorure de magnésium pur contenu dans la solution S1. Et après, en déduire le degré d'hydratation. Donc là, on a affaire à une question un peu plus ouverte. Mais revenons avant sur la détermination graphique de notre volume équivalent. Alors pour déterminer le volume équivalent avec une telle courbe, là il est impensable de construire sa courbe un peu n'importe comment. Donc on prend sa règle, on passe au mieux par tous les points, on trace, on prend sa règle, on passe au mieux par tous les points avec un trait fin, on trace, et après on vient chercher l'intersection ici entre les deux points. Et on n'est pas exactement sur la graduation. Alors plus vous tracerez proprement et fidèlement votre graphique, vos constructions graphiques, ensuite vous venez mesurer. Et donc là, on lit 4,85, on est entre 80 et 90, donc moi j'ai attribué la valeur la plus fidèle lue, 4,85. Alors j'avais des graduations un peu plus précises ici, mais après j'ai l'épaisseur de mon trait qui était un peu pourri, donc là je relis ici et j'obtiens voilà, 4,85, peut-être 85, 90, donc 87,5. À voir. Donc là, vous faites une vraie construction, ça doit apparaître bien net, et puis de façon à ce que vous puissiez avoir la valeur la plus précise, pas un truc tout pourri. Donc voilà. Si en plus vous devez rendre un graphique, si les traits de construction n'y sont pas, vous perdez les points sur la détermination de VE. Donc surtout, si vous rendez un graphique, tracez des beaux traits de construction, un graphique complet. Éventuellement légendé, on pourrait noter ici VE, avant l'équivalence, après l'équivalence, etc. Voilà, pour la construction graphique. Alors maintenant, revenons sur notre masse de chlorure de magnésium pur contenue dans S1 et en déduire le degré d'hydratation. Alors rappelons qu'au départ, en fait, on a un sachet solide de chlorure de magnésium, mais qui contient également de l'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le degré d'hydratation. Donc ici, avec les données du texte, eh bien, il va falloir déduire la masse de chlorure de magnésium pur contenue dans S1, puis en déduire le degré d'hydratation. Alors pour cela, comment on fait? Eh bien, la masse de MgCl2 contenue dans notre solution,
c'est égal à notre nombre de moles de MgCl2 multiplié par la masse molaire. Or, on sait que le nombre de moles de MgCl2, quand on le dissout dans notre fabrication, faisons référence à la question 2, on a le lien entre le nombre de moles de MgCl2 et le nombre de moles de Cl-, c'est 1,5. Donc du coup, MgCl2 c'est égal à 1,5 de NCl-. Je continue mes questions, je reprends mon problème en fait à partir du départ. Puisqu'on nous demande de déduire la masse de chlorure de magnésium pur, c'est donc la masse de MgCl2 qu'on souhaite. Et petit à petit, en utilisant les questions qui ont été démontrées, eh bien, je vais transformer cette écriture. Alors le nombre de moles de Cl-, c'est quoi? C'est la concentration en Cl- de la solution 1 multipliée par le volume. Ici, on a dit qu'on avait dilué dans 1 litre. C'est dans le texte. Donc, c'est le Cl-1 multiplié par 1 litre. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a dilué. On a dilué, donc la concentration en Cl-, elle est 5 fois plus forte que la concentration de la solution 2. Ce qui fait qu'on a ici notre valeur de solution 2 que l'on a trouvée précédemment à la question 7, ici. Eh bien, elle est donnée. Du coup, on peut recalculer Cl-. Du coup, on peut calculer Cl-1 et donc le nombre de moles de Cl-. Et alors, on peut revenir au nombre de moles de MgCl2. Alors, à ce moment-là, donc on effectue les calculs, dont la formule se retrouve ici. Je vous encourage à reprendre les valeurs numériques du texte pour les calculer. Et puis, ça, c'est notre masse de MgCl2 pure. Or, dans le sachet, on nous indique que finalement, on verse une poudre qui ne contient pas que du MgCl2, mais aussi une masse d'eau. Du coup, on a déduit la masse d'eau. La masse d'eau, eh bien, c'est tout simplement la masse du sachet moins la masse de MgCl2 pur que je viens de déterminer ici. Hop. Et alors, on a donc la masse en eau du sachet. Comment en déduire le degré d'hydratation? Le degré d'hydratation, c'est le nombre de moles d'eau que j'ai du coup rajouté. Donc du coup, eh bien, on va aller vérifier que le nombre de moles d'eau est 4,5 fois plus que la masse de MgCl2. Et donc on en déduit le degré d'hydratation ici. Donc l'idée, c'est de partir d'une formule, et puis de réutiliser tous les résultats qu'on a démontrés avant, pas à pas, et d'amener du coup tout ça à la réponse finale. Alors le degré d'hydratation, eh bien c'est la quantité molaire, le rapport entre le nombre de moles d'eau divisé par le nombre de moles de MgCl2 pur. Donc du coup on fait ce calcul et on vérifie les données du texte. Alors les données du texte, quelles sont-elles? Donc là, ici, on renvoie un petit paragraphe qui décrivait l'intégralité de la poudre. Donc ici, on avait un sachet en poudre de 20,3 grammes et on nous disait que la formule hydratée, c'était MgCl2, donc une mole de MgCl2 libère 4,5 moles de H2O. Et du coup, ça voulait dire que le degré d'hydratation, c'est 4,5. Comment on le trouve? Eh bien, c'est le nombre de moles d'eau sur le nombre de moles de MgCl2. Voilà. Alors, pourquoi ne pas lire le sujet dans l'intégralité au départ? En fait, le sujet, il n'a pas d'intérêt, sauf quand on nous dit, bah tiens, on travaille sur ce sachet-là. Donc finalement, il faut faire référence au texte à partir du moment où on a des informations pertinentes qui sont demandées à ce propos. Alors, on note par contre que nous donne des conductivités molaires, ici. Donc du coup, eh bien, ça c'est des valeurs numériques qui peuvent nous être utiles. Il faut penser tout de suite à la loi de Colroche. Et enfin, ici, on a des données sur la façon dont on a travaillé. Donc on a fabriqué 1 litre de solution S1, 10 solutions totales, une solution S2 obtenue avec un facteur 5 de dilution. Et on nous cite la dilution. Donc ça, c'est des informations pertinentes pour se dire, tiens, je vais avoir besoin de telle ou telle info à tel ou tel moment. Et du coup, moi je conseille de le lire après, c'est-à-dire que quand j'ai vu que j'avais un problème de dilution, rapidement je lis le document et je m'arrête au moment où j'ai des infos sur la dilution. Ça permet de moins perdre de temps. Alors ensuite on a un second exercice, et cet exercice-là, très peu d'informations. Là on va faire exclusivement référence à des notions de cours. Donc on s'intéresse à deux acides. L'un est qualifié de fort, l'autre de faible.
le fort fait une réaction totale avec l'eau, le faible ne fait pas une réaction totale dans l'eau. Et puis on va, pour vérifier cette hypothèse, supposer que les deux acides sont forts, c'est-à-dire que les dissolutions sont totales, et puis on va comparer l'expérience à la théorie. La théorie précédemment décrite ici, donc faire une étude théorique avec les deux acides comme étant forts. Puis on compare. Alors, rappelez la définition d'un acide selon Bronstein. Un acide est une espèce capable de libérer H+, une base est une espèce capable de capturer H+. Rappelez les couples acido-basiques de l'eau, c'est à connaître, H3O+, H2O et puis H2O, Comment est qualifiée l'eau? C'est une espèce amphotère, effectivement. L'eau est à la fois une base dans le premier couple et un acide dans le second couple. Elle a les caractères acides et basiques simultanément. C'est le cas de toutes les espèces qui interviennent dans deux couples lorsque l'un des couples est une base et l'autre un acide. Alors on prend l'acide propanoïque, donc écrire la formule de son couple acide-base. Donc on nous donne la formule de l'acide propanoïque, de formule brute C3H6O2. C3H6O2 va donc donner en demi-équation C3H5O2- plus H+, il libère H+, et du coup ça nous donne le couple suivant. Et donc ici, eh bien, on a la base conjuguée de notre acide propanoïque. Écrire les réactions de chacun de ces couples avec l'eau. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes... moi, je vous l'ai précisé suffisamment souvent. Écrire la réaction de chacun de ces acides, on prend un premier couple, on prend un deuxième couple, et on combine pour avoir la réaction totale. Il faut mettre en œuvre cette démarche. Vous n'avez pas le choix, vous devez proposer quelque chose de rigoureux. On doit comprendre, on doit savoir pourquoi il y a réaction chimique. Donc là, c'est la réaction des acides avec l'eau. Premier acide, HCl. HCl, on nous donne le couple HCl-Cl-. Donc HCl donne H+, plus Cl-. On est sur des demi-équations ici. H2O plus H+, est égal à H3O+. Alors pourquoi prendre ce couple-là? Parce que HCl est un acide et doit réagir avec l'eau. L'eau, qui doit être une base pour qu'un acide réagisse avec une autre espèce chimique, il faut qu'elle réagisse avec une base, et le couple où l'eau est une base est celui-ci. Ce qui conduit à la réaction suivante, HCl plus H2O donne H3+, plus Cl-. Alors vous mettez des petits mots de coordination, comme ça, d'où, de même, tac, ça permet d'avoir quelque chose de plus joli à lire. Pour le correcteur, on le met dans le confort, et du coup, ça amène de la clarté de discours. Donc ici, on refait la même chose avec le couple précédemment écrit, et on obtient la réaction suivante. On introduit 30 mg d'acide chlorhydrique dans 100 ml d'eau. Le pH mesuré est de 2,1 plus ou moins 0,2. Alors plus ou moins 0,2, ça veut dire qu'on a un encadrement de pH attendu à la fin. Alors quand on voit ça, ça veut dire qu'il va y avoir une discussion sur la valeur du pH en fin de réaction. Alors, ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on fait très attention aux unités. 30 mg, 100 ml. Va falloir faire attention à nos conversions si besoin. Donc on nous demande de calculer la quantité de matière N1 introduite dans la solution. Par définition, N1 c'est M1 sur grand M1. Grand M1 c'est la masse molaire, M1 c'est la masse de composés introduits dans le mélange. Ici on a introduit une masse de 30 mg, donc on peut utiliser cette formule. Et puis on a la masse molaire de 36,5 g par mol. Donc à ce moment-là, on fait le calcul et on trouve la valeur de N1. Ensuite, eh bien, on va dresser un tableau d'avancement. Ensuite, donc, on nous demande d'effectuer un bilan de matière, c'est-à-dire de construire un tableau d'avancement et de déterminer la valeur de pH théoriquement attendue. Donc, on trace notre tableau d'avancement. Ici, on remarque que H2O, c'est le solvant, puisqu'on est dans l'eau, il est en excès. Et du coup, on a introduit N1 mol de HCl, et on en aura à la fin N1-X. La réaction étant supposée totale, le réactif limitant, c'est HCl. Et on déduit X fin égale N1 ici. Et donc, relativement à la donnée précédemment calculée, on trouve le nombre de moles, le X final. Comme on trouve le X final, eh bien on trouve aussi la concentration H3O+ à la fin, qui est égale à X final sur 0,100, 100 ml, qu'on n'oublie pas de convertir. Et donc on obtient une concentration ici en mol par litre. Et enfin, eh bien, le pH attendu, c'est le pH mesuré, plus ou moins 0,2. Donc on va regarder quel est ce pH. Donc on va calculer le pH final théorique
Ce pH final théorique est donné par la relation suivante. Donc c'est moins log de H3O plus final sur C0. C0 étant égal à 1 mol par litre. D'où on trouve le pH final avec la valeur de la concentration finale théorique en H3O+. Et puis on compare. Et il se trouve que lorsque vous comparez, on a bien le pH attendu est égal au pH mesuré plus ou moins 0,2. On est dans la fourchette, ce qui veut dire que l'acide chlorhydrique est bien un acide fort, comme on l'a supposé dans notre méthodologie. On a dit on va supposer que l'acide est fort, puis on va vérifier. Après, eh bien, dans une deuxième étape, eh bien, on va faire la même chose avec l'acide propanoïque. Les données numériques changent, donc il faudra être vigilant. Et puis, comme c'est de l'acide propanoïque, la masse molaire va changer. Mais c'est exactement le même procédé, donc on peut dire de même que la question 13, eh bien, on fait le calcul et on propose directement les résultats. Par analogie à la question 14, on a, pouf, même tableau d'avancement, et puis on calcule la valeur. Et là, petite surprise, on ne trouve pas du tout la même chose que le pH mesuré. Alors, le pH mesuré était donné au tout début de l'exercice. pH mesuré était donné non, il n'est pas donné. Là, on trouve une valeur, pardon. On trouve une valeur et on réalise plusieurs mesures de pH. Et donc, on devait analyser les résultats et conclure. Alors, du coup, ces mesures de pH, comment elles étaient réalisées? On en fait une succession, 3,70. Je crois que de mémoire, on trouvait 2,80 ici de valeurs. Alors, ces valeurs, on va les traiter par une incertitude de type A. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? À la calculatrice, on va rentrer nos valeurs dans un tableau, ce qui va nous donner l'écart type de l'échantillon. Et le nombre de mesures. Après, on pourrait compter pour le nombre de mesures, mais votre calculatrice le donne. Et l'incertitude de mesure, c'est sigma sur racine de n. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va traiter avec notre calculatrice en reportant les informations suivantes. Le pH mesuré, c'est la moyenne des mesures, soit, et on donne la valeur expérimentale du pH. Et puis UPH, U ça veut dire incertitude type, et pH, incertitude type du pH. On note le résultat fait en faisant ce calcul-là. Donc on fait le calcul, et on précise les données de la calculatrice. Pourquoi? Pour que le correcteur puisse vérifier que vous avez les bonnes valeurs de données. Du coup, s'il a les bonnes valeurs ici, vous savez faire une division, vous trouvez la bonne valeur. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir celle-ci? Parce que ça vous permet d'avoir l'intervalle pour la comparaison. Et donc comme on compare pH final et pH mesuré, on va trouver ici un intervalle qui va exclure la valeur calculée théoriquement précédemment. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre acide propanoïque n'est pas un acide fort, c'est un acide faible. Mais qu'est-ce que c'est un acide faible? Eh bien cet exercice constitue une petite transition vers l'un de nos prochains chapitres de chimie en terminale. Voilà, j'espère que ces 30 minutes vont vous permettre de bien réappréhender la façon de rédiger un devoir, et puis surtout d'être précis dans votre rédaction. Alors, reprenons. Analyser les résultats et conclure. Conclure, c'est par rapport à la valeur précédente. Analyser les résultats, c'est de reprendre les valeurs de données à la calculatrice. Ensuite, dans chaque question, on dit ce que l'on fait, même si on fait quelque chose d'analogue à une question, de façon analogue à la question 14. Le réactif limitant, c'est ça. Du coup, on détaille le petit calcul. On pose chaque calcul pour que le correcteur soit guidé. Quand on fait quelque chose, on le dit. On ne met pas pH final égal. On met, calculons le pH final. Or, je rappelle la formule de cours, d'où je fais le calcul numérique, et puis après, je conclus. En fait, il faut une espèce de petit fil conducteur qui exprime votre façon de réfléchir. Et enfin, on suit bien les indications du texte. Effectuer un bilan de matière, ça veut dire construire un tableau d'avancement. Déterminer la valeur, ça veut dire qu'à la fin, il nous faut une valeur calculée. Alors, pH théorique, en plus, là, on nous dit à quelle formule on fait appel presque. C'est une pH théorique, c'est une formule de cours. Je reprends le début d'exercice. Écrire une équation de dissolution, je l'ai écrite, c'est fini. Je passe à la question suivante. Dresser un tableau et exprimer. J'oublie pas la deuxième partie. Exprimer, ça ne veut pas dire calculer. Décrire un protocole. Alors attention, dans un protocole, souvent on a la verrie, mais on n'a pas les valeurs de verrie. Il faut les valeurs de verrie. Précisez toujours une valeur de verrie. Alors par exemple, si on vous dit d'écrire le protocole pour préparer S2 à partir de S1 et puis il y a un oubli de valeur, vous dites, voilà, je vais préparer
300 millilitres. Et bien, clac, vous y allez et puis vous proposez votre chose. Donc après, il faut de la verrie jauger, les valeurs qui sont additionnées. Bon, des questions de cours, comme les ions spectateurs, se passent de commentaires. Justifier l'allure des courbes. Alors là, il faut faire très très attention. Il nous faut une formule qui permette de justifier la croissance-décroissance des valeurs. Donc c'est ça qu'on attend. Donc soyez très très vigilants à ça. De la même manière, définir l'équivalence et rappeler la relation à l'équivalence, ce sont deux choses qui sont différentes. L'équivalence, c'est un fait chimique dans le mélange réactionnel, et une relation, c'est une relation mathématique qui traduit cette équivalence. Après, dernier point sur lequel je vais insister, déterminer le volume équivalent VE, attention, dès qu'on est par lecture graphique, trait de construction précis, de façon à avoir la mesure la plus précise. Et rappel, pour le facteur d'échelle, on utilise toujours le volume le plus grand disponible. Alors c'est quoi le volume le plus grand disponible? Eh bien ici en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, mais on va de 0 à 20, c'est ce volume là qu'on va mesurer. Si on va de 0 à 2, on risque d'introduire une erreur de mesure de 1 mm sur, par exemple ici vous voyez, j'ai l'impression que ça fait 1 cm. 1 cm pour 2, ça veut dire 10 cm pour 20. Or quand je mesure pour 20, vous voyez que là j'ai pas 10 cm mais 10,7 cm. Ce qui fait qu'on a une vraie erreur de mesure qui est introduite ici. Alors là, bon, le 1 cm, c'est mes yeux, hein. Mais c'est souvent ce que font les élèves. Ils arrondissent pour le confort. C'est dommage parce que du coup, ils perdent en précision. Et parfois, ça va leur faire sortir leur valeur de la valeur mesurée. Et notamment, dans cet exercice-là, il me semble qu'on trouve un volume du coup qui va être très largement supérieur à 8 à 9 ici, alors qu'en fait, on est proche de 9. Voilà. Donc, et puis faites attention aux graduations, hein, ne pas lire un volume trop rapidement. 8, 10, au milieu c'est pas 8,5, hein, c'est 9. Donc voilà, faut présenter les calculs. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, il faut que ça soit une volonté un peu automatisée. Alors la question 8, c'était la question la plus ouverte, mais le texte guide en fait. Finalement, on vous dit déduire la masse de chlorure. Vous y allez. Formule de cours. Bon, ma formule de cours, j'ai la masse de MgCl, il me manque ceci. Ça, je l'ai ou pas? Comme je suis à la dernière question, je réutilise toutes les données d'avant. Puisque le nombre de moles de MgCl2 ne va pas venir du cours, mais du texte. Et donc là, je remonte les informations petit à petit. Et ce que je vois, c'est qu'après, j'ai un lien avec NCl-. NCl-, comment je le calcule? Formule de cours, N égale C fois V. Je connais le volume, très bien, mais je ne connais pas cette valeur-là. Ah oui, mais c'est le Cl- de la solution 1. On m'a dit qu'il y avait une dilution. Ah, c'est la question 7, facteur de dilution. Et puis, facteur de dilution, et question 7, résultat de Cl2-. Et puis, on remonte les valeurs. Laissons-nous guider. Et puis, on met la trace de ce qu'on a. Puis, si jamais on bloque, comme c'est la dernière question d'un exercice, on passe à la suite. Voilà. Bien, et j'espère que ça va peu vous aider pour préparer vos futurs devoirs. Et puis, à bientôt. Au revoir.